Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de suivre Espace TV, bienvenue aux 22h. Voici tout de suite le sommaire de ce journal. La Guinée se dote d'un plan stratégique national de promotion de l'abandon du mariage d'enfants. Le document fait suite à une enquête démographique et de santé réalisée en 2018. Le Premier ministre qui a procédé à la cérémonie de remise solennelle a promis d'accompagner le ministère de l'Action sociale dans sa mise en exécution. Au sommaire également, avec cette interrogation, le projet 6000 stages directs, est-ce une arnaque? L'espoir cède au désespoir au niveau de beaucoup de candidats à cause de la reconnaissance du projet par la primature. Enfin, la rubrique culture vous parviendra avec Balafissa Kouyaté. La Guinée se dote d'un plan stratégique national de promotion de l'abandon du mariage d'enfants. La ministre de l'Action sociale et des personnes vulnérables a remis solennellement au Premier ministre ce vendredi le document qui fait suite à une enquête démographique et de santé réalisée en 2018. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana réitère la volonté du gouvernement à accompagner le département de l'Action sociale et les partenaires de développement pour l'atteinte des objectifs. Rosalie Ngoto-Monemou, Yakoba Traoré. Ce document révèle qu'en Guinée, 46,4% des filles et jeunes femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Le Parlement des enfants de Guinée a profité de l'occasion pour faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour mettre un terme au mariage précoce. Il s'engage par la suite à participer à la sensibilisation des familles sur les conséquences de ce phénomène. Le plan stratégique national multisectoriel pour la promotion de l'abandon du mariage précoce constitue ou représente pour nous une opportunité. Nous nous engageons à informer et mobiliser les familles et les communautés afin de nous assurer qu'ils sont conscients de l'impact néfaste du mariage tout en valorisant les alternatives. Le mariage précoce est une préoccupation du ministère de l'Action sociale et des personnes vulnérables. Son objectif est de se battre pour la réduction du taux de prévalence des mariages d'enfants à 20% dans le pays d'ici 2025. Il y a moins de 10 ans, nous étions à 63% de mariages précoces en Guinée. Aujourd'hui, les chiffres vous montrent 46%, ça veut dire que l'espoir est permis. L'UNICEF, l'un des partenaires en charge de la protection des enfants et de la promotion des droits de l'homme, remercie les efforts du gouvernement et réitère sa volonté d'accompagner le pays dans la lutte contre cette pratique. L'UNICEF, l'UNFPA et les Nations Unies, ainsi que les organisations internationales et la coopération bilatérale, vont continuer à soutenir les efforts de plaidoyer, de mobilisation de ressources du gouvernement auprès des bailleurs afin de faciliter la mise en œuvre du programme. Le Premier ministre rassure les partenaires au développement de l'engagement du gouvernement. Il prend en compte les préoccupations du Parlement des enfants de Guinée. Nous ferons tout, c'est cela notre engagement, vis-à-vis des partenaires au développement, vis-à-vis des enfants de Guinée, tout en vous remerciant, mesdames, messieurs les partenaires, de votre contribution à l'effort national dans cette dynamique. Dénonciation des violences basées sur le genre, des femmes brisent le silence. Ce vendredi, elles se sont fait entendre pour que cette pratique aux conséquences néfastes cesse en Guinée. Le compte-rendu de la rencontre est signé Marissa Kamara, Ibrahim Awal Kamara. Les femmes se font entendre après 16 jours d'activité intense sur le terrain. Elles sont victimes des violences de tout genre. Aujourd'hui, elles veulent que cette donne change. Alors, pour marquer leur lutte, elles ont célébré ce vendredi en différé la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Où c'est une journée où il y a une exposition de lettres, table ronde, une pièce de théâtre avec la présence de hautes autorités de ce pays. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, c'est une journée qui clôture 2 semaines de mobilisation pour dire stop à la violence basée sur le genre et le respect des droits humains.
Elles veulent que les pratiques violentes exercées sur les femmes s'estompent. Elles alertent comme on peut le lire sur ces pancartes. Le mécanisme de prise en charge, d'accompagnement et d'éducation, nous allons faire et surtout la mise en commun des données. Et nous allons essayer de voir comment améliorer, comme je l'ai tantôt relevé, ces mécanismes de prise en charge et surtout tous les mécanismes de lutte contre les violences faites aux femmes qui sont très récurrentes en République de Guinée. Les interlocuteurs de ces femmes disent avoir compris leur message et leur promettent de prendre en charge les victimes. C'est la correction de toutes les lésions rencontrées, c'est l'achat des médicaments lorsqu'il y a des signes infectieux, et tout ça. Donc c'est un problème réel. Donc il faut l'aborder pas en occultant la réalité pour dire qu'on prend l'argent à la médecine légale. Le problème est de dire comment est-ce qu'il faut mobiliser les fonds pour assurer une prise en charge correcte de ces personnes victimes de violences. Ces femmes comptent aussi s'investir davantage pour leur épanouissement dans le sport tout en sollicitant le partenariat du Plan de Guinée. Économie dans ce journal, l'affaire du prétendu détournement de 200 milliards de francs guinéens continue de susciter débat en Guinée. Hier jeudi 10 décembre, le ministre du Budget Ismaël Djoubaté, devant la presse, a apporté quelques précisions autour de ce sujet. Les propos du ministre Ismaël Djoubaté ont été ensuite démentis par le site Guinée News à travers un article paru sur le 17 ce matin. Le décryptage est signé André Moussi Milimono. Le feuilleton Nabaya Gate est loin d'atteindre son épilogue en Guinée. Après le soutien du gouvernement de l'un de ses ministres à travers un communiqué, c'est au ministre Ismaël Djoubaté de se livrer au même exercice pour tenter d'apporter des éclairages sur quelques zones d'ombre du sujet. Dans sa communication, le ministre du Budget lance une première pierre dans la mare de la presse. Ce qui est très compliqué dans cette histoire qu'on a vue dans la presse, c'est qu'il n'y a aucune indication sur des montants séparés. On ne parle pas du temps, mais on fait des affirmations. La réaction du site Guinée News ne s'est pas fait attendre. Dans un article titré « Affaire 200 milliards, les gros mensonges du ministre du Budget, les faits et chiffres » qu'il a publié ce matin, le site apporte des détails sur les montants décaissés et même les jours des différents décaissements. Ce qui met en doute les propos du ministre Djoubaté. Poursuivant sa communication, le ministre du Budget dit ceci. Il y a eu un prétendu détournement de 3 millions d'euros de l'AFD qui consistait à abonder dans le fonds de budget d'affectation spéciale. Ce montant, à l'heure où je parle, n'est même pas versé. Guinée News réplique en ces termes, je cite. Nulle part dans sa série d'articles sur la nébuleuse, Guinée News n'a parlé de 3 millions d'euros de l'AFD, mais des fonds globaux. Le quotidien a plutôt parlé de plus d'1,3 milliard reçus par le ministère du fonds Covid-19 sous forme d'avance de crédit que celui-ci devait rembourser au Trésor pour prendre les mesures sanitaires pendant la rentrée scolaire 2020. Hélas, ça n'a été utilisé à cette fin, mais détourné. Fin de citation. Parlant des 27 milliards de l'organisation des examens d'entrée dans les écoles professionnelles, le ministre apporte des propos que le site vient démentir par la suite. Et l'article dit ceci. Le 31 août 2020, le ministère de l'Enseignement technique a reçu 15 747 226 289 GNF comme prime supplémentaire pour l'organisation des examens de sortie. Un montant que le sieur Djoubaté, se substituant à la ministre, tentait naïvement de défendre sans convaincre. Si ce n'est pas pour détourner, étant donné que tous les frais liés aux contraintes sanitaires pour l'organisation des examens étaient pris en compte par le service des examens. Ce montant n'avait pas sa raison d'être décaissé, puisque les 27 milliards étaient largement suffisants pour organiser les examens, quoique 12 milliards de celui-ci étaient tombés dans les mains des fossoyeurs de l'État et de leurs complices. Le ministre Ismaël Djoubaté, en se livrant à cet exercice, ne semble-t-il pas resserrer l'étau autour du cou de sa collègue? Les jours ou mois à venir nous édifieront.
Décryptage signé André Mossi Milimono et par ricochet. Le scandale autour de ces 200 milliards de francs guinéens est loin de livrer toutes ses vérités. En plus bref, dans ce journal, après 7 mois de détention, Sékou Yaya Diallo, membre de la coordination nationale du FNDC, a recouvré sa liberté. Comme vous le constatez sous ces images, l'activiste de la société civile a été libéré ce vendredi selon une source judiciaire. Sékou Yaya Diallo, condamné en première instance à 7 mois de prison ferme, dont 5 autres assortis de sursis, a été arrêté le 7 mai 2020 par des agents des forces de l'ordre en Dalai, dans la commune de Ratoma. On en vient à cet élément annoncé au sommaire de ce journal. La primature n'a-t-elle pas tardivement réagi sur le projet 6000 stages directs? En tout cas, beaucoup de jeunes ont dépensé assez d'argent. C'est l'exemple de Mamadou Moustapha Ba, à qui le projet a coûté quelques 400 000 francs guinéens. Reportage à Mamadou Saliou Ba, Ibrahim Awal Kamara. Lorsqu'il a vu l'annonce du recrutement des 6000 stagiaires à la primature, Moustapha a tout de suite sauté de joie. J'étais envoyé par la joie parce que je suis dans le chômage actuellement. Et lorsqu'on nous a parlé de ce stagiaire, 6000 stagiaires, j'étais content. Mais j'étais loin de Conakry. Loin de Conakry, Moustapha était à Sangarigi pour être plus précis. Mais pour lui, la distance n'est pas un obstacle. Avec ses frères, il réussit à trouver les frais de transport et arrive à Conakry pour déposer ses dossiers. Tout un parcours, toute une dépense. Casier judiciaire, certificat de nationalité seulement a coûté plus de 100 000. Extrait de naissance, certificat de résidence, certificat de visite contre visite. Toutes les dépenses effectuées, c'est plus de 400 000 francs, y compris le transport. Parce que le transport seulement a coûté 200 000. Casier judiciaire. Combien de jeunes ont-ils dépensé assez pour ce projet qui, jusqu'avant-hier, tenait encore sur des bords rails? Au Petit Palais, derrière la primature où les candidats déposaient leur dossier ce jeudi, nous avons obtenu une réponse. Nous avons près de 4000 personnes. Jusqu'hier, on était à 3995. Et ce matin, on a enregistré à peu près une centaine. Plus de 4000 personnes enregistrées à ce jour. C'est plus de 400 millions de francs guinéens qui ont été dépensés par les postulants juste pour l'achat du certificat de nationalité et du casier judiciaire. Pour Moustapha, ça ne peut pas être une perte. S'il n'y avait pas des affiches, on pouvait dire oui, on fait le recrutement à huis clos. Mais les affiches, tous les passants peuvent voir. Tous les militaires qui sont à côté, tous ceux qui sont là-bas sont au courant. Moi, je ne peux pas nier ce recrutement. Moi, je peux dire que c'est la primature qui a lancé l'appel d'offres et nous sommes intéressés. La primature ne peut pas nous arnaquer. Le projet est lancé il y a plusieurs semaines. Fodé Moussa Silla est passé à la RTG sans être inquiété. Beaucoup se demandent pourquoi la primature n'a pas réagi à temps. Les travaux sur le tronçon de Donka évoluent. Le ministre des Travaux publics y était ce vendredi. Le constat révèle que les infrastructures commencent déjà à être agressées par des riverains. Des instructions fermes ont été données aux élus locaux pour mettre fin à cet incivisme. Mamadou Kalisso, Abokoria Kourma. Le côté droit de ce tronçon, entre Donka et Échangeur, est ouvert à la circulation ce vendredi matin. Il est uniquement réservé aux usagers qui quittent la ville pour la banlieue. Et en sachant bien que le travail n'est pas encore fini, c'est une ouverture provisoire d'une des voies qui a déjà eu à recevoir les 3 premières couches, donc l'assise, la couche de fondation, la couche de base, en attendant que la seconde voie qui est en exécution maintenant, qui est en train d'être travaillée, une fois cette voie aussi achevée, les 2 voies recevront en même temps la dernière couche de bitume. Donc ce qui est prévu vers le mois de mars-avril. Les caniveaux sont quasiment terminés sur l'ensemble du tronçon. Entre le pont 8 novembre et Donka, la couche des chaussées est en cours. Sur le côté gauche, l'assise est effectuée. La couche de fondation est en train d'être posée. Avec cette cadence, d'ici la fin du mois, on aura mis la couche de fondation sur tout le linéaire, sur la bande de gauche, depuis l'hôpital Donka jusqu'à l'échangeur. Et courant janvier, on appliquera la grave bitume.
Et en même temps, on aura déjà fait une bonne partie du pont du 8 novembre jusqu'à l'hôpital de Dakar, dont l'agissement doit se faire en béton de ciment. À peine réalisées, ces infrastructures sont agressées par des riverains. Les caniveaux sont inondés d'ordures et eaux usées. Certains n'hésitent pas de les percer pour évacuer leurs déchets. Des attitudes qui ont révolté le maître d'ouvrage et les autorités locales. Ce qu'on a vu aujourd'hui, franchement, c'est déplorable. Nous passons à tout prix sensibiliser ces populations, leur dire réellement ce qu'ils doivent faire. C'est pour cela que je vous ai dit de me laisser parler en sous-sous à mes parents. Parce que tous ceux qui sont de ce périphérique, ils sont de mes parents. Ils sont de moi. Des instructions fermes ont été données aux élus locaux pour mettre fin à cet incivisme notoire. Des travaux publics, on passe à l'environnement. La Guinée a présenté ce vendredi à Conakry la contribution déterminée au niveau national, la CDN en abrégé. Il s'agit d'un programme du département de l'environnement, des eaux et forêts à travers sa direction nationale des pollutions, nuisances et changements climatiques. Il a fait l'objet d'une actualisation durant des mois avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement. Ali Badra Kamara, Ibrahima Souri 5 Souma. C'est un programme qui permet de faciliter essentiellement la mise en œuvre des engagements de la Guinée dans le cadre de son équilibre climatique. Les autorités de Conakry ont toujours élaboré des stratégies en matière de lutte contre les changements climatiques. Parmi ces stratégies, la communication nationale initiale et le plan national d'adaptation, entre autres. Cette actualisation de sa contribution déterminée au niveau national s'inscrit en droite ligne de ses engagements lors des accords sur les changements climatiques. Donc, il s'agit concrètement d'évaluer, d'ajuster et de consolider les stratégies d'atténuation et d'adaptation de la Guinée dans le cadre de sa lutte contre les changements climatiques, conformément justement aux priorités nationales de développement du pays. Le programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, avait lancé un appel d'offres pour le recrutement d'un cabinet d'études afin de conduire toutes les activités liées à l'évaluation de la mise en œuvre de cette contribution révisée en 2015. Il y a d'abord au niveau de l'atténuation, tout ce qu'il faut engager en matière d'énergie renouvelable, en matière tout ce qu'il faut faire pour que le pays émet moins, pour répondre aux engagements tenus à Paris. En matière d'adaptation, qu'est-ce qu'il faut faire pour réhabiliter nos forêts, les restaurer, et augmenter la couverture forestière et faire des comportements vraiment des technologies adaptées, technologies alternatives qui consomment moins. Pour mieux satisfaire les engagements tenus auprès des Nations Unies, la Guinée a dû réadapter son code minier et son code relatif à l'environnement. Alors, vraiment, à très court terme, ça va être la finalisation de ce document-là et la soumission au registre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, donc à très très court terme. Et puis après, il y a tout le reste, c'est-à-dire il faut mettre en œuvre. Aujourd'hui, je vois beaucoup de travail. En fait, le travail vaste du gouvernement de Guinée, de le sujet de CDN. Et en fait, l'année prochaine, pour nous, pour le Royaume-Uni, nous allons avoir le COP26 à Glasgow, au Royaume-Uni. La réduction des émissions de gaz à effet de serre de 13% est l'objectif recherché par le gouvernement guinéen à travers sa direction nationale des pollutions, nuisances et changements climatiques. Comment améliorer le rendement de la pêche artisanale et les conditions de vie des citoyens de Bofa? C'est la réponse à cette question que les autorités préfectorales ont mis en place un projet. Dans ce sens, un projet à 3 volets financé par l'AFD et un autre partenaire au développement. Les autorités se disent satisfaites et pensent désormais à la pérennisation des acquis. Suivez.
Ce projet, qui va dans le cadre du renforcement du rendement de la pêche artisanale et de l'amélioration des conditions de vie de la population de Bofa, va s'étendre sur 3 volets et permettra la mise en place de plusieurs infrastructures ainsi que la qualification du personnel. Il y a le volet au niveau du port de Bofa, au niveau du marché moderne de Bofa et au niveau du port de Walia. Donc dans ces 3 volets, il y a la construction des infrastructures, il y a aussi la formation et le renforcement de capacité des utilisateurs, des bénéficiaires. Financé par l'Agence française de développement et autres partenaires, ce projet dont le coût s'élève à 1 500 000 € permet également de créer un lien entre la Chambre maritime et les acteurs communaux. Dans la commune urbaine de Bofa, la pêche artisanale est confrontée à d'énormes difficultés. Ses partenaires comptent apporter des solutions pour une rentabilité positive. Donc nous aidons en tout cas les collectivités locales à exercer les compétences qui ont été décentralisées par l'État à leur niveau. Donc nous sommes en appui à la préfecture de Bofa depuis 1992 sur différentes thématiques. On s'est rendu compte que dans la commune urbaine de Bofa, il y avait une thématique phare qui pouvait engendrer des bénéfices, développer l'économie, c'était le domaine de la pêche. C'est la raison pour laquelle, avec la commune urbaine de Bofa, on a décidé de proposer un projet de développement durable de la pêche artisanale ici. Le maire de la commune a remercié les partenaires pour leurs bienfaits. Il a aussi tenu à rappeler les avancées des actions mises en exécution. Nous avons réalisé avec ce montant 2 ports de la pêche artisanale, dont un à Bofa, un ici à Walia, et un grand marché moderne. Parce que le marché où aussi on a fait ça nous a permis de décongestionner un peu la ville, comme ça se passe aujourd'hui à Conakry. Ce projet de partenariat public et privé regroupe plusieurs départements, notamment les départements de la pêche, du commerce et de l'habitat. Face à ces acquis, certains responsables se disent fiers et pensent à la pérennisation des infrastructures. C'est immense comme fierté pour notre collectivité. On peut se réjouir et dire à la population, ce qui est fait comme ça, c'est la cotisation d'autres populations d'ailleurs. Nous, à notre tour, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de les maintenir, les entretenir de façon durable et garder à côté la paix. La société Guinée Aluminium Corporation, GAC, a procédé le week-end dernier à une remise des équipements aux citoyens de Sinturu, Tcholadji, c'est dans la sous-préfecture de Sangaredi. Une action qui permettra désormais à cette communauté impactée par l'exploitation minière d'améliorer les activités agricoles. La cérémonie de remise a connu la présence des autorités préfectorales, communales, le conseil d'administration de GAC, ainsi que les représentants de la communauté. Reportage. Ce geste de la société Guinée Aluminium Corporation GAC s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de restauration des moyens d'existence pour des personnes impactées par les activités minières de cette localité. Depuis ce matin, cet après-midi, on est dans le village de Sinturu-Tchouladi et on est venu remettre des équipements pour améliorer tout ce qui est activité agricole au niveau des populations de Sinturu-Tchouladi. Composé de 3 décortiqueuses de riz, 3 batteuses, 3 vanneuses, 3 mécaniques, 6 kits de tuvage de riz et 3 motos tricycles à benne. Ces équipements doivent contribuer à réduire les difficultés qu'éprouve cette communauté dans le processus de transformation des produits agricoles. Nous sommes là pour appuyer des personnes, des agriculteurs qui ont été affectés par la construction du barrage de GAC au nombre de 91. Et l'objectif global, c'est d'amener les gens à ne plus cultiver en amont et en aval du barrage et de chercher aussi à rehausser leur niveau de vie. Pour le préfet de Bouquet, c'est un sentiment de satisfaction. Il exprime sa gratitude à l'endroit du gouvernement avant d'inviter les bénéficiaires à une bonne gestion de ces équipements. J'ai demandé à la population d'utiliser ces équipements à bon escient, de faire en sorte que ça soit organisé en groupement pour l'utilisation de ça au bénéfice exclusif des populations. Ce n'est pas pour une personne, c'est pour toute la collectivité. Et je crois que le message est bien compris et que les femmes, les jeunes, les vieux, tous seront associés pour faire bon usage. Ravi de ce geste, le maire de la commune rurale de Sangaredi estime que ces outils vont permettre à la communauté d'avoir un bon rendement de la production agricole. Ces équipements qui sont venus vont renforcer nos communautés
dans leurs pratiques culturelles anciennes. Donc c'est un ouf de soulagement pour nous et que nous remercions très sincèrement la responsabilité sociétale de GAC EGA. Cette cérémonie s'est terminée par une remise des attestations aux jeunes qui ont bénéficié d'une formation pour l'utilisation de ces équipements. À Kankan, la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme ce jeudi a regroupé plus d'une quarantaine de participants venus de la commune urbaine sous l'initiative du bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de Zérekore. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de région Sadou Keita. Alpha Omar Keita est notre correspondant sur place. C'est sous le thème « Reconstruire à mieux » que le 70e anniversaire des droits de l'homme a été célébré ce 10 décembre. À Kankan, outre les cadres administratifs et politiques, la rencontre a regroupé les hommes des médias, les leaders religieux, les organisations de la société civile, des associations de jeunes et de femmes et des moniteurs des droits de l'homme. La célébration de la Journée internationale des droits de l'homme a coïncidé avec la pandémie de la Covid-19 qui a causé des ravages considérables dans le monde entier. Pour Chanel Kavabushi, certes, des mesures économiques ont été prises par des États, notamment la Guinée, pour atténuer l'impact de cette pandémie à coronavirus sur la population, mais ces mesures sont selon lui peu connues par cette dernière. Cet état de fait nous a conduit à certaines inégalités, à certaines discriminations. On a assisté au développement des sociétés polarisées avec des interactions partisanes à caractère politique, communautaire, religieuse. D'un autre côté, on a fait face à une génération aux yeux bandés, aux oreilles bouchées, parce que les documents ne sont pas lus. Président de la cérémonie, le gouverneur de Kankan a de son côté invité les différents acteurs sociopolitiques à s'investir positivement pour le rayonnement des droits de l'homme dans notre pays. Et la société civile et les partis politiques, c'est un atelier qui vous intéresse, c'est un anniversaire qui vous intéresse. C'est en ce moment-là qu'il faut débattre de toutes les questions et de toutes les difficultés qui sont liées à la promotion des droits de l'homme en Guinée. Il ne faut pas simplement s'attaquer à l'État, mais attaquons-nous à l'ensemble de la société, à l'ensemble de ces structures pour qu'on ait raison d'instaurer les droits de l'homme en Guinée. La Guinée, dans le cadre de la construction de ses infrastructures, vient d'être contactée par des partenaires grâce au groupe Gicopress. Ce sont les départements de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la santé et celui des sports qui sont concernés par le projet. Un méga projet salué par le gouvernement guinéen qui compte réfléchir avant de prendre une décision. Public reportage Justin Leno, Aliouba. C'est une nouvelle société française dénommée Aegis France qui vient d'être recommandée au département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique par le groupe Gicopress. Son PDG souhaite poursuivre avec ses partenaires français le contrat de construction d'infrastructures qui le lie au département de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on est venu proposer nos services au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers notre partenaire Aegis. Et bien sûr, il y aura d'autres partenaires qui viendront s'ajouter à nous pour pouvoir réaliser l'ensemble des projets sur lesquels nous nous entendrons avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc nous sommes sûrs qu'avec Gicopress, qui nous a toujours donné ses expertises, qui nul doute vraiment le souffre d'appréciation, de qualité efficace, alors nous comptons qu'avec son partenariat en plus encore, et nous pouvons atteindre nos objectifs. Le partenariat consiste à l'extension des universités de Kindia et de Kankan, la construction des classes préparatoires à Dalaba. Ces partenaires promettent une expertise à la Guinée. Nous avons en effet la faculté de pouvoir accompagner la Guinée et apporter des partenaires complémentaires, des partenaires financiers, des partenaires techniques, architecturaux ou d'autres partenaires qui voudront bien se grouper pour permettre
le développement des infrastructures de l'enseignement et donc accompagner la République de la Guinée. Au ministère de la Santé, il s'agira de l'implantation des centres hospitalo-universitaires et celui des sports, la construction des stades de plus d'1 million de places. On a besoin, et vous savez, ça fait partie des priorités du chef d'État, M. le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Donc tout projet qui concourt à l'amélioration des cadres de vie de nos populations, nous ne pouvons que nous en réjouir. J'espère qu'avec ce groupe, naturellement en n'excluant pas les autres, certainement nous allons connaître un démarrage maintenant de ce projet en 2021. C'est vrai, nous sommes en fin 2020. Le Premier ministre trouve lui aussi salutaire ce projet présenté par la société Aegis. Ibrahima Kassouri Fofana compte réfléchir avant de prendre une décision. Tous les domaines qui font l'objet de votre partenariat sont des domaines qui s'inscrivent dans les priorités du gouvernement pour le développement économique et social de ce pays. Qu'il s'agisse de l'école, c'est certainement l'un des axes majeurs. Une fois ce projet validé par le gouvernement guinéen, il va contribuer au progrès du pays dans le domaine des infrastructures, selon le PDG du groupe Guico Press. Le succès retentissant des 3 dernières éditions, l'Observatoire africain pour la gouvernance a posé ses valises en Guinée pour les préparatifs de la 4e édition qui aura lieu le 19 décembre prochain à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire. Rodrigue Kofi a animé un point de presse à cet effet pour dévoiler les grandes lignes de la rencontre. Antoinette Dédé Onivogui, Ibrahim Assouma. Ils sont 2 fils dignes de la Guinée à recevoir un prix de la part de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Il s'agit de Lamine Guirassi, PDG du groupe Adafo Media, et de Kerfa la personne Camara de l'entreprise Guico Press. En séjour à Conakry, Rodrigue Kofi, un des organisateurs de cet événement haut de gamme, est revenu sur son objectif. Alors, on est parti du constat que les journalistes critiquent beaucoup. Tout le temps, le journaliste critique, dénonce. Alors, on s'est dit pourquoi ne pas encourager ceux qui font un peu plus pour aider nos États à avancer, à aller de l'avant, aller vers l'émergence, comme on le dit. Le choix des 2 prix est le fruit d'une longue enquête selon les organisateurs, particulièrement celui de Lamine Guirassi, qui doit recevoir le prix panafricain du meilleur patron de presse privée d'Afrique de l'Ouest francophone. On a des relais à Bamako au Mali, on a des relais à Ouagadougou, on a des relais au Togo, et ainsi de suite. Alors c'est sous la base des avis recueillis et que nous serons les recouper. Souvent même on les met en compétition. Et puis au finish, on sort un nom que nous estimons qu'il a fait mieux que les autres. Alors le cas de M. Lamine Guirassi, c'est un cas particulier parce que créer une radio, tu fais de l'affaire, tu as besoin d'un registre du commerce, etc. Lamine Guirassi est un exemple dans ce domaine. Rodrigue Kofi ne tarit pas d'éloges à l'endroit du PDG d'Adafo Media et à toutes les bonnes volontés qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de son événement. Nous voulons remercier bien sûr les 2 personnalités qui n'ont ménagé aucun effort pour nous soutenir, avec la promptitude bien sûr avec laquelle ces 2 personnalités ont répondu à notre invitation, M. Lamine Guirassi, que nous serons heureux de les recevoir à Abidjan. La remise des trophées aura lieu le samedi 19 décembre prochain à Abidjan et beaucoup de surprises sont annoncées. Dans une interview accordée à notre rédaction, la direction générale de l'Agence guinéenne de spectacle a laissé entendre toute sa préoccupation, notamment le dépistage de la population avant les spectacles de fin d'année. Sayon Bamba accepte les conditions proposées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Guinée Bemba Koulibaly, Ibrahim Assouma. L'artiste chanteuse, par ailleurs directrice générale de l'Agence guinéenne de spectacle, a laissé entendre toute sa préoccupation, notamment sur la bonne marche des spectacles en Guinée. C'est en cela que Sayo Bamba invite les opérateurs culturels à faire preuve de professionnalisme. Je l'accueille très très bien. Je vous rappellerai juste qu'on a eu une réunion avec l'ANSS avant ce communiqué
donc qui consistait à voir ensemble de quelle manière on pourrait reprendre les activités culturelles. Je vous rappelle que le ministère s'est battu pour que les activités ne soient pas aux arrêts, au moins pour cette période festive. La pandémie est une réalité, mais le chômage technique des professionnels du monde du spectacle est aussi une réalité. La patronne de l'agence guinéenne de spectacle demande à la population guinéenne aussi de se faire dépister avant les jours de spectacle et accepte les conditions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire afin d'éviter une nouvelle propagation du coronavirus en cette période de fin d'année. Moi, je dirais juste aux organisateurs, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'on reste sans faire d'activité du tout ou est-ce qu'on fait des activités sous certaines conditions? Oui, on fait sous certaines conditions parce qu'il y a quand même des organisations possibles, il y a des spectacles qui peuvent se tenir. Il y a certes un dispositif qui est déployé, mais il est gratuit, je vous rappelle, pour le public. Les gens qui veulent venir suivre les spectacles, nous les invitons à venir se dépister. Il y a 23 points de dépistage gratuits pour la population. Donc tout le monde peut venir assister au spectacle, mais à condition que chacun ait sa carte de dépistage. Donc on invite les populations qui veulent rester dans un esprit de fête à venir. Vous avez le temps, ça commence maintenant, à aller dans les différents points. C'est gratuit. Quand vous arrivez, dès qu'on vous fait le prélèvement, 30 minutes après, vous avez le résultat et vous avez votre carte. À noter que l'insistance aujourd'hui pour limiter les contaminations, c'est dans le port des masques, le lavage des mains et l'observation des mesures de distanciation sociale. Terminons ce journal par la rubrique culture. Le mois des festivités réjouit plus d'un. Pour certains acteurs culturels, c'est un moment pour rendre heureux les enfants à travers des offres de cadeaux. Et pour d'autres, c'est le moment d'organiser des concerts de fin d'année. On voit tout cela avec cette rubrique signée Balarissa Kouyaté. Bonsoir à vous et merci de suivre avec nous l'actualité culturelle sur le plan national. Mert Arts Prod et Manikunda Multiservice présentent le Noël Show en 72 heures les 25, 26 et 27 décembre 2020 à partir de 12 heures au jardin du 2 octobre. Programme défilé de mode en tenue traditionnelle pour les enfants et leurs familles, prestations artistiques, participation des clowns, du kakilambé, des jeux et des cadeaux à gogo, du karaoké et bien d'autres. Artistes programmés Amatala, Kougouri, King Detui, Tonton Cadeau et son enfant Founia, Fiston, Koudé le Général, Staff Mola, Marifak, Ali Hindou, Démarcheurs. N'hésitez surtout pas à les contacter au 625 65 05 53 au 626 43 41 45 pour que le Papa Noël pense à vos enfants en matière de cadeaux, moment de loisirs avec vos enfants à travers la famille et cet événement. L'entrée est fixée à 10 000 francs guinéens. La structure Guinée Events présente la 3e édition du Orphans Day, la journée des orphelins. Le Orphans Day est un projet qui consiste à organiser chaque année à Conakry un événement à but humanitaire destiné à offrir une journée de bonheur aux enfants vivant dans les orphelinats de Guinée. Pendant cette journée, ces enfants bénéficieront gratuitement de plusieurs activités, entre autres jeux éducatifs, nourriture, boissons, sport, transport, prestations de leurs artistes préférés, mais aussi beaucoup d'autres choses. Les 2 premières éditions furent des grands succès à la Blue Zone de Kaloum et au jardin du 2 octobre car elles avaient connu la participation de 613 enfants venant de 18 orphelinats. Et cette fois-ci, ça sera bien sûr 20 orphelinats et ça sera le dimanche 13 décembre à partir de 8 h et ce jusqu'à 18 h au jardin du 2 octobre avec la participation des enfants de l'orphelinat. Ailleurs dans le monde, samedi 5 décembre passé, s'est tenue la 22e cérémonie des récompenses françaises. Crise du Covid oblige, les festivités se sont déroulées exceptionnellement, pas à Cannes, mais à Scène Musicale à Boulogne-Billancourt. La soirée, toujours animée par Nikos Aliagas et bien sûr retransmise en direct sur TF1, a eu lieu bien sûr les Energy Music Awards 2020. Nombreux artistes se sont produits sur scène. Amel Bent, la plus nommée avec 4 citations. Amir Benjamin Biolay,
Camélia Jordana, Grand Corps Malade, Camille Lelouch ou encore Dadju, pour ne citer que ceci. Voici pour vous la liste des gagnants. Artistes féminins francophones de l'année, Aya Nakamura a remporté ce prix. Meilleur artiste féminin international de l'année a été décerné à Dua Lipa. Artiste masculin francophone de l'année, Dadju. Artiste masculin international de l'année, The Weeknd. Révélation francophone de l'année, Skizzy. Révélation internationale de l'année, Doja Cat. Groupe duo de l'année francophone, Vita et Slimane. Groupe duo international de l'année, BTS. Chanson francophone de l'année, Avant toi de Vita et Slimane. Chanson internationale de l'année, Jérusalema de Master KG. Collaboration francophone de l'année, Soul King et Dadju dans le titre Melgim. La collaboration internationale de l'année, Lady Gaga et Ariana Grande. Rain on Me, c'est le titre bien sûr qui a remporté cette collaboration internationale. Clip de l'année, Saïra, Vita et Slimane. Et bien sûr, le meilleur DJ de l'année, ça a été décerné à DJ Snake. On espère que vous avez aimé l'actualité culturelle. À la semaine prochaine pour d'autres infos. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Malik Sandiana Kamara. La régie a été assurée par Aboubakar Foté Souma, Nalaï Sidibé, Lamine Sidibé. Merci pour votre aimable attention. Excellente soirée à tous sur Espace TV.